Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un dispositif français assez fascinant, je trouve, la validation des acquis de l'expérience, la VAE pour les intimes. Mhm. L'idée de base, elle est assez simple, mais puissante. Comment on fait pour que des années d'expérience sur le terrain, au travail ou même en bénévolat, ça puisse devenir un diplôme, une certification officielle? C'est exactement ça. L'expérience qui ouvre les mêmes portes que l'école, en quelque sorte. Voilà. Alors pour explorer ça, on a un article assez détaillé, la VAE, transformer son expérience en diplôme reconnu. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. Pour qui c'est? Comment ça marche concrètement? Et puis surtout, qu'est-ce que ça peut changer dans une carrière? Une question essentielle. L'article parle même de seconde chance. Alors comment est-ce que ça peut vraiment ouvrir de nouvelles portes? Allez, on regarde ça de plus près. Allons-y. Commençons par le début, si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est, au fond, la VAE? Fondamentalement, c'est un droit, c'est important de le dire, c'est inscrit dans la loi depuis 2002. Ah oui, quand même. Oui. Et ça permet à n'importe qui, peu importe son âge, son niveau d'études de départ ou son statut, de faire reconnaître son expérience pour obtenir une certification. Et l'article disait que c'est un peu une petite révolution, cette idée que l'école n'a pas le monopole de l'apprentissage. Tout à fait. C'est une révolution culturelle même. Le principe clé, c'est l'équivalence. L'idée forte, c'est que les compétences qu'on a acquises par l'expérience, elles ont la même valeur, la même légitimité que celles qu'on apprend en formation classique. D'accord. Mais attention, il suffit pas d'avoir juste passé des années à un poste. Le vrai défi, c'est de prouver, de démontrer qu'on maîtrise vraiment les savoirs, les savoir-faire qui sont demandés pour la certification qu'on vise. C'est ça le cœur du truc. Et qui vérifie ça? Alors, c'est un jury qui évalue cette démonstration. Et ce jury, il est mixte. Il y a des enseignants, des formateurs, et aussi des professionnels du secteur concerné. Ça permet d'avoir un double regard, à la fois académique et très concret, très terrain. Intéressant ce double regard. Et il y a deux autres principes importants qui ressortent. D'abord, la personnalisation. Chaque parcours est différent, donc chaque VAE est vraiment une démarche individuelle, sur mesure. On évalue une personne, pas un groupe. Oui. Et ensuite, la transparence. Les règles du jeu sont claires, les compétences qu'il faut prouver, les critères d'évaluation, tout ça est écrit noir sur blanc dans ce qu'on appelle les référentiels. Savoir exactement ce qu'on attend de vous, c'est crucial pour bien se préparer. D'accord. Équivalence, personnalisation, transparence. Ça pose les bases. Mais alors, qui peut se lancer là-dedans? Est-ce que tout le monde peut faire une VAE? Alors, la condition principale, et attention, ça a changé récemment, ce n'est plus 3 ans, mais bien une seule année d'expérience minimum qu'il faut justifier. Ah, une année seulement? Ça change la donne. Exactement, ça élargit beaucoup l'accès. Et cette année d'expérience, elle doit être en lien direct avec le contenu de la certification qu'on vise. Ça ne change pas. Et expérience, ça veut dire quoi exactement? Juste un job salarié? Ah non, c'est beaucoup plus large que ça, et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, l'activité salariée, ça compte, mais aussi une activité non salariée ou semi-salariée, artisan, profession libérale. D'accord. Le bénévolat dans une association, c'est pris en compte. Un mandat syndical, un mandat électoral aussi. Même certaines activités sportives de haut niveau, ou encore, et c'est plus récent, les responsabilités familiales comme aidant familial, mais là sous certaines conditions précises. C'est vraiment large alors. Oui, par contre, ce qui ne compte généralement pas pour cette année minimum, ce sont les stages qu'on fait pendant ses études ou en formation continue. Ça, c'est considéré comme de l'apprentissage encadré, pas comme de l'expérience autonome. Ok, compris. Donc, si on a cette fameuse année d'expérience validable, l'étape suivante, j'imagine, c'est de choisir la bonne certification. Ça ne doit pas être simple, il doit y en avoir des milliers. C'est une étape absolument clé. Et oui, souvent plus compliquée qu'on ne le pense, le choix doit être bien réfléchi. Il faut que la certification colle vraiment à l'expérience qu'on a, Mhm. mais aussi qu'elle corresponde à ce qu'on veut faire après. Est-ce que c'est pour évoluer dans sa boîte, changer de métier, créer son entreprise? Il faut avoir un projet clair en fait. Voilà. Et point crucial, la certification doit être enregistrée soit au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, soit au répertoire spécifique. RNCP, pourquoi c'est si important? Parce que cette inscription, c'est la garantie d'une reconnaissance officielle par l'État et par les employeurs, partout en France.
C'est pas juste une liste, hein, c'est un gage de valeur sur le marché du travail. Ça peut conditionner l'accès à certains postes, à certains niveaux de salaire. D'accord, c'est le label de qualité officiel en quelque sorte. Et pour choisir la bonne certification dans ce RNCP, comment on fait concrètement? Alors là, il faut se plonger dans ce qu'on appelle les référentiels des certifications qui nous intéressent. Les référentiels? Oui, imaginez ça comme la fiche technique détaillée de la certification. Ça décrit très précisément toutes les compétences, les savoirs, les aptitudes que la personne qui a ce diplôme est censée maîtriser. D'accord. Il faut lire ça attentivement et se demander, honnêtement, est-ce que mon expérience m'a vraiment permis d'acquérir et d'utiliser tout ça? C'est un vrai travail d'auto-évaluation. Ça demande de bien se connaître. Exactement. Et l'article insiste. Faut pas hésiter à se faire aider à ce stade. Il y a les points relais conseils VAE, les PRC ou d'autres organismes. Ils sont là pour ça. Souvent, c'est gratuit au début. Ils aident à y voir plus clair, à explorer les options, à bien cibler. Bon conseil. Ok. Imaginons, on a trouvé la certification qui nous correspond. La procédure démarre comment ensuite? L'article parle d'étapes bien précises. Oui, c'est un parcours structuré. Logiquement, ça commence par ce qu'on vient de dire, une phase d'information et de conseil. Les fameux PRC, par exemple. Voilà, ou les opérateurs régionaux désignés. Ils proposent souvent des réunions d'infos collectives ou des entretiens individuels pour analyser le projet, vérifier si la VAE est pertinente, expliquer les étapes. C'est essentiel pour être sûr de partir sur de bonnes bases. Une fois qu'on est bien informé et décidé, on passe à quoi? On passe à la première étape formelle, le livret 1. C'est le dossier de recevabilité. Recevabilité. C'est surtout administratif, ça, non? Oui, c'est ça. L'objectif principal, c'est de vérifier si on remplit les conditions, notamment la fameuse année d'expérience minimum en lien avec la certification. Dedans, on trouve un formulaire, un CV détaillé, les preuves de l'expérience, contrat, attestation, etc. et souvent une lettre de motivation. Faut quand même le soigner, ce dossier. Ah oui, l'article le souligne. Même si c'est administratif, c'est le ticket d'entrée officiel dans la démarche. C'est l'organisme qui délivre le diplôme, université, école, ministère, qui va l'examiner et dire si oui ou non le projet est recevable. C'est un premier filtre, mais c'est aussi l'occasion de bien poser son projet par écrit. D'accord. Et si ce livret 1 est accepté, on reçoit une notification de recevabilité. Et là, j'imagine qu'on attaque le gros morceau, hein? Exactement. Là, on entre dans le cœur du réacteur, la rédaction du livret 2, le dossier de validation. C'est là que tout se joue. Le fameux livret 2. Et ce qui est fascinant et souvent sous-estimé, c'est que ce n'est pas du tout un simple CV amélioré ou un récit de carrière. C'est un exercice d'analyse de sa propre expérience qui est hyper approfondi. Ah oui. Le but, c'est de démontrer, avec des preuves concrètes, qu'on possède bien chaque compétence qui est décrite dans le référentiel de la certification. Démontrer, ça veut dire quoi, concrètement? Raconter sa vie au travail? Oui et non. Il faut décrire des situations de travail réelles, oui, des situations importantes, mais pas juste les raconter. Il faut les analyser. Analyser. Oui, pour chaque compétence demandée, il faut choisir des exemples précis dans son expérience où on a utilisé cette compétence. Il faut expliquer le contexte, ce qu'on a fait exactement, les outils utilisés, les difficultés qu'on a rencontrées, comment on les a surmontées, les résultats. Et surtout, ce qu'on en a appris. Ah oui, c'est presque un travail de chercheur sur soi-même, alors. C'est un peu ça. C'est traduire des années d'action, de décisions, de problèmes résolus, souvent faits un peu à l'instinct, en un argumentaire hyper structuré, logique et convaincant. Ça demande énormément d'introspection, de mise en mots, de rédaction, beaucoup de temps, de méthode et de recul sur sa propre pratique. Pouah, ça a l'air costaud, effectivement. Je comprends mieux pourquoi l'article insiste tellement sur l'accompagnement VAE à ce moment-là. C'est pas obligatoire, mais ils disent que c'est vraiment un plus. C'est souvent un facteur clé de réussite, oui. Cet accompagnement méthodologique, il est proposé par des organismes spécialisés. Et il sert à quoi exactement, cet accompagnateur? Il aide à plusieurs niveaux. D'abord, à bien comprendre ce qu'attend le jury à travers le référentiel. Ensuite, à choisir les expériences les plus parlantes à décrire. À structurer le dossier, l'argumentation. À analyser ses activités avec le bon regard. On a souvent du mal à voir ou à valoriser nos propres compétences. C'est normal. Oui, c'est vrai ça. Et enfin, il aide aussi à préparer l'entretien avec le jury, s'il y en a un. Attention, l'accompagnateur n'écrit pas le dossier à votre place, hein. C'est un guide. Il aide à faire sortir l'analyse. C'est vraiment un soutien précieux pour pas se décourager et pour faire un dossier solide. Un guide, j'aime bien l'image. Mais j'imagine que ça a un coût. Comment on finance cet accompagnement?
Oui, l'accompagnement méthodologique, il est généralement payant. Mais heureusement, il y a pas mal de solutions de financement. Le plus connu, c'est le compte personnel de formation, le CPF. Ah oui? Salariés, demandeurs d'emploi, beaucoup l'utilisent. Faut juste vérifier que l'accompagnement choisi est bien éligible. Et sinon? L'entreprise peut aussi payer via son plan de développement des compétences, surtout si ça rentre dans une logique d'évolution interne. Pour les demandeurs d'emploi, France Travail, l'ex-Pôle emploi, peut avoir des aides. Les régions aussi ont souvent des budgets VAE. Et puis, il y a des règles spécifiques pour les fonctionnaires. Donc, faut chercher un peu. Exactement. Le conseil de l'article, c'est « Renseignez-vous bien en amont sur les aides possibles selon votre statut ». Ça demande un petit effort de recherche, mais ça peut vraiment valoir le coup. Bon à savoir. Alors, une fois que ce fameux livret 2 est bouclé, rédigé, relu, on l'envoie et on attend. On l'envoie à l'organisme certificateur, oui. Et là, vient l'étape de l'évaluation par le jury VAE. Le fameux jury mixte enseignant et professionnel. C'est ça. Leur boulot, c'est d'éplucher le livret 2, de le comparer point par point avec le référentiel. Ils cherchent à voir si les compétences que vous décrivez et les preuves que vous apportez correspondent bien à ce qui est exigé pour le diplôme. Et ils se basent juste sur le dossier écrit ou ils peuvent nous convoquer? Ça dépend. Souvent, l'examen du dossier est complété par un entretien. Un oral, en quelque sorte. Pas vraiment un examen de connaissances théoriques. C'est plus un échange pour que le candidat puisse expliquer certains points du dossier, donner des précisions, montrer sa capacité à parler de son expérience, à faire le lien avec les compétences attendues. C'est pour mieux cerner la personne et sa pratique. D'accord. Et parfois, pour certains métiers, surtout techniques ou manuels, il peut même y avoir une mise en situation professionnelle réelle ou simulée, pour voir les gestes, les réflexes en direct. Ah oui, carrément, hein. L'objectif du jury, c'est vraiment de se faire une idée juste de la maîtrise réelle des compétences. Il ne cherche pas à piéger, mais à valider de façon équitable. Et après tout ça, le verdict tombe. C'est quoi les issues possibles? C'est oui ou non? Non, heureusement, c'est plus nuancé. Il y a 3 décisions possibles. La première, l'idéal, la validation totale. Le jury dit « Ok, c'est bon, vous avez toutes les compétences » et là, hop, on obtient la certification complète. Super. Et sinon? Sinon, il y a la validation partielle. Le jury reconnaît qu'une partie des compétences est maîtrisée, souvent ça correspond à des blocs de compétences, mais pas tout. Ah, donc c'est pas un échec complet. Non, pas du tout. C'est déjà une reconnaissance importante de ce qui est acquis. Et surtout, le jury donne des conseils très précis sur ce qu'il manque pour avoir le tout. Suivre une formation complémentaire, refaire une expérience sur un point précis, ça donne une feuille de route pour la suite. C'est plutôt encourageant, même en partiel. Et la troisième issue? La troisième, c'est la non-validation, le refus. Le jury estime que, globalement, les compétences montrées ne sont pas suffisantes par rapport au référentiel. Aïe. Oui, c'est une déception, évidemment, mais là aussi, le jury doit expliquer pourquoi et il donne généralement des pistes. Ce qu'il faut améliorer, les compétences à développer, comment mieux les présenter la prochaine fois. C'est pas forcément une fin de non-recevoir définitive. On peut retravailler son projet et retenter plus tard. D'accord, c'est bon à savoir qu'il y a toujours des pistes, même en cas de refus. Bon, maintenant, les bénéfices. Si on réussit, validation totale ou même partielle, qu'est-ce que ça change concrètement? Le premier truc qui vient, c'est le diplôme, le papier. Oui, c'est le bénéfice le plus visible et souvent la motivation première. Avoir un diplôme ou un titre RNCP, ça valide un niveau de qualification reconnu partout. Ça peut ouvrir des portes qui étaient fermées avant, certains concours, des offres d'emploi. Une promotion. Oui, une promotion, ou simplement avoir enfin une reconnaissance officielle de son savoir-faire. Mais l'article pointe aussi un autre bénéfice, plus intérieur, l'impact sur l'estime de soi. Ah oui. Faire tout ce travail d'analyse sur son parcours, prendre conscience de tout ce qu'on sait faire, et le voir validé officiellement, c'est souvent vécu comme quelque chose de très fort, très valorisant. Ça redonne confiance. Je peux imaginer. Et sur le plan purement carrière, au-delà de trouver un job? Ça peut être très concret. Avoir la certification, ça peut être un super argument pour négocier son salaire. Ça peut faciliter une mobilité vers un poste avec plus de responsabilités. Dans certains secteurs, santé, social, sécurité, avoir le diplôme est obligatoire pour exercer. La VAE, c'est parfois la seule solution pour des gens expérimentés, mais pas diplômés au départ. Mhm. Et puis, il y a une vision à plus long terme. La VAE, c'est souvent un tremplin vers d'autres formations. Avoir validé en niveau N, ça peut permettre d'accéder au niveau N+1. De se spécialiser. Ça s'inscrit vraiment dans cette idée d'apprendre tout au long de la vie.
ce qui est indispensable aujourd'hui. La VAE, c'est pas juste une fin, c'est une étape. C'est une perspective motivante, c'est vrai. Pour finir, est-ce que l'article donne des petits conseils, des astuces pour réussir sa VAE? Oui, quelques conseils de bon sens, mais importants. Le premier, répéter et répéter, prévoir du temps. Ce n'est pas une formalité rapide. Tout le processus, ça prend en moyenne 8 à 12 mois, parfois plus. Faut être patiente et organisée. Oui, il faut pas croire que c'est fait en 2 mois. Exactement. Deuxième conseil, être super méthodique dans l'analyse de son expérience. Pas juste lister ce qu'on fait, mais vraiment décortiquer. Quelles compétences j'ai utilisées là? Comment j'ai fait? Quels outils? Quels résultats? Quelles difficultés? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est cette profondeur qui compte. L'analyse encore et toujours. Et un dernier conseil. Un conseil que je trouve très pertinent, ne pas hésiter à parler de sa démarche à son entourage professionnel. Ah bon? Pour avoir de l'aide? Pas pour faire écrire le dossier, bien sûr, mais pour discuter de son expérience avec d'anciens collègues, des managers, même des clients parfois. Leur regard extérieur est précieux. Ils peuvent nous aider à identifier des compétences qu'on banalise, qu'on ne voit même plus. C'est vrai. On a souvent le nez dans le guidon. Voilà. Ils peuvent nous rappeler des projets importants qu'on avait oubliés. Ce retour peut vraiment enrichir l'analyse et rendre les exemples plus forts. En résumé, l'article décrit la VAE comme un vrai outil de développement, personnel et professionnel. C'est exigeant, oui, ça demande de l'énergie, mais ça vaut souvent le coup. Ça transforme lors de l'expérience en monnaie reconnue. Eh bien, voilà un tour d'horizon assez complet de la validation des acquis de l'expérience. Un parcours, c'est vrai, structuré, exigeant, mais qui offre une vraie possibilité de faire reconnaître officiellement tout ce qu'on a appris sur le tas. Une sorte de pont entre le travail et la certification qui peut vraiment ouvrir de nouvelles portes. Exactement. Et peut-être une dernière réflexion pour nos auditeurs. Au-delà de l'objectif d'avoir ou non le diplôme à la fin, on peut se demander ce que vaut le processus lui-même. Le simple fait de devoir faire ce travail intense, d'introspection, d'analyse de son parcours, de mise en mots de ses compétences, comment ça peut, en soi, changer la façon dont on se perçoit, dont on voit ses capacités, sa valeur et peut-être même ses envies pour l'avenir. C'est une bonne question. Même si ça n'aboutit pas tout de suite au diplôme, qu'est-ce que ce travail sur soi laisse comme trace durable ? C'est une réflexion intéressante sur l'impact profond de la VAE qui va peut-être bien au-delà du certificat final. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.